L'acteur Larry Hagman vient de s'éteindre à l'âge de 81 ans des suites d'un cancer. Même s'il a tourné sous la direction de Black Edwards ou d'Oliver Stone, sa carrière cinématographique est limite anecdotique, à l'image de ce petit rôle dans Superman en 1978 dans lequel on ne le voit que quelques instants dans le rôle d'un major de l'armée. C'est bien la télévision qui l'a popularisé et propulsé au rang de star, celui qui deviendra donc l'homme au chapeau texan, au large sourire, un verre d'alcool fort à la main et au cynisme ravageur dans la série Dallas, notamment que les Français découvrirent en deuxième partie de soirée sur TF1 à partir de 1981. Mais qui était vraiment Larry Hagman ? On a posé la question au spécialiste des séries télé, directeur de 8artcity.com, l'agence des séries télé, Alain Carazé. Larry Hagman était un acteur qui a fait ses débuts au théâtre et qui a fait ses débuts à la télévision américaine, à New York, dans des soap-opéras. En fait, aux États-Unis, il était connu avant Dallas, puisqu'il a eu l'insigne honneur de jouer dans une comédie, une sitcom, dans les années 60-70. C'était la belle époque où il y avait Ma sorcière bien-aimée qui cartonnait à la télévision. Et pour contrer ce succès, la chaîne concurrente a fait une autre sitcom un peu sur le même type, à savoir humour fantastique. Ça s'appelait Génie de mes rêves, I Dream of Jenny. Il jouait le rôle d'un astronaute qui découvre par hasard sur une plage une bouteille avec un génie à l'intérieur. Enfin, un génie super sexy, interprété par Barbara Eden. Et la série a duré pendant des années et des années. Et a fait, en termes d'audience, un petit peu à essayer de concurrencer Ma sorcière bien-aimée. Et c'est à ce titre Larry Hagman est devenu un petit peu le chouchou des Américains. Enfin, il a été très connu, un peu au même titre que plein d'autres acteurs qui faisaient de la télévision. Et c'est des années plus tard qu'il a décidé de participer à une série qui devait au départ être une version contemporaine de Roméo et Juliette. Il devait avoir un rôle un peu secondaire, un des frères d'une famille de Texans américains. Et très vite, cette série non seulement a créé un phénomène aux États-Unis, mais son personnage est devenu au centre de la série. Dallas a commencé en 1978 avec une petite saison de quelques épisodes. C'était vraiment un peu un test. Il s'agissait même pas d'un soap opéra, savoir que les histoires étaient un peu différentes pour chacun des épisodes. C'est véritablement à partir de la saison suivante que les producteurs ont décidé d'adopter la formule qui était celle plus des feuilletons d'après-midi, style Les Feux de l'amour ou Amour, gloire et beauté, et de l'adapter à une série du soir, à une série hebdomadaire. Ça a été un peu c'était quelque chose qu'on envisageait très peu de faire, parce qu'on partait du principe que le soir, les gens picoraient des épisodes, revenaient semaine après semaine, mais ne voulaient pas avoir une histoire à suivre d'épisode en épisode. Il y avait quelques exemples, des Peyton Place, des choses comme ça, mais c'était très rare. Et là, ça a été la première à tenter le coup, à essayer d'adapter la formule des soap-opéras d'après-midi à la soirée. Ça a superbement marché. Non seulement parce que la formule correspondait bien au public de l'époque, mais aussi parce que la série en tant que telle était quand même très stéréotypée, on va dire, très carrée, avec d'un côté les très gentils et d'un côté les très méchants, qui étaient vraiment extrêmement excessifs. Et c'est cet équilibre entre d'un côté Jerry Ewing qui représentait vraiment le pouvoir, l'argent, être prêt à tout, y compris à corrompre et à voler absolument tout le monde, et Bobby Ewing, qui lui était gentil, qui essayait, malgré le fait qu'il était à la tête d'une entreprise colossale, de faire régner un petit peu la loi et de faire les choses dans le sens où elles devaient être faites. Et c'est ça qui a vraiment fait fonctionner la série et qui en a fait un succès absolument phénoménal à travers le monde. JR était quasiment le plus populaire sûrement de cette série, malgré son rôle de méchant. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Ça a été une des premières fois où un méchant ou un personnage négatif est devenu véritablement la star, d'une série. Moi, j'explique tout simplement parce que c'était totalement compensé par des personnages positifs. JR était le méchant de la série, cependant, le spectateur n'était pas obligatoirement à la place de JR, à la différence de séries plus contemporaines dans lesquelles on n'hésite pas à se mettre à la place, enfin on n'hésite pas à mettre le spectateur à la place de Dexter ou de choses comme ça. Là, non, on était plus à la place de sa mère qui disait « Oh, JR, tout de même !» Lors des petits déjeuners, on était plus à la place de son frère qui essayait de le raisonner et qui se rebellait contre lui. Preuve, dans la nouvelle version d'ailleurs, c'est plus Bobby Ewing qui est la vedette de la série, et ainsi de suite. Le spectateur se posait plus comme spectateur un peu dérouté des manipulations machiavéliques de JR. Preuve aussi, on n'a pas fait de série dérivée de Dallas appelée JR. JR le personnage est toujours resté à l'intérieur de Dallas, il n'en est pas sorti, et quand pendant 2 saisons, le personnage de Bobby Ewing est parti de la série, parce qu'il était soi-disant mort, enfin non, pendant une saison même, pour être exact, je connais pas par cœur l'histoire de Dallas, pas m'en vouloir, la série a chuté en audience, parce que cet équilibre n'était plus respecté. Parce
aussi, de toute façon, la série était un peu en roue libre et parce qu'on avait un peu tout raconté, mais cependant, voilà, l'équilibre n'était plus là. Et c'est Larry Hagman lui-même qui a dû supplier Patrick Duffy de revenir dans la série, donc de le ressusciter littéralement, pour regagner un petit peu d'audience, parce que cet équilibre était rompu. Donc oui, JR était la vedette de Dallas, mais à certaines conditions. À l'époque, il ne pouvait pas encore être la star à lui tout seul d'une série télé. Mais incontestablement, c'était la vedette, à tel point que, de toute façon, il avait profité de la situation pour renégocier son contrat et avoir quand même un pourcentage extrêmement intéressant, chose que n'avaient pas les acteurs à l'époque, un pourcentage extrêmement intéressant sur le succès de la série. Une série qui a fait, un feuilleton, puisque c'était vraiment à suivre, plus de 300 épisodes, 350 et quelques, je crois, de mémoire, et de nouveaux épisodes aussi étaient en préparation ou étaient en train d'être tournés et diffusés, je crois. C'est tourné, diffusé. Il y a une nouvelle version de Dallas, une suite, une nouvelle version qui a démarré en 2012. Donc l'année dernière, l'été dernier, avec une dizaine d'épisodes et qui avait remporté un succès certain et qui d'ailleurs va revenir sur les écrans américains à partir de janvier. Larry Hagman, il reprenait son rôle, tout comme Linda Gray, tout comme Patrick Duffy et tout comme, de façon beaucoup plus sporadique que d'autres acteurs de la série classique. C'est une version que l'on va bientôt découvrir en France. Elle est actuellement en diffusion en Belgique. On va la découvrir sur TF1 bientôt. Et c'est une version vraiment mise au goût du jour, dans laquelle les personnages mythiques de la série reprennent leur propre, sont toujours dans l'affaire. Cependant, l'attention est beaucoup plus centrée sur les fils et filles des uns et des autres, qui reprennent le flambeau entre guillemets et continuent de se bagarrer les uns les autres pour ce qu'on peut faire du ranch South Fork. Grosso modo, c'est un peu l'histoire. Larry Hagman avait annoncé en octobre 2011, donc un peu avant le début du tournage de ce reboot, qu'il était atteint d'un cancer pour lequel il y avait un traitement, enfin qu'il espérait donc en sortir. Il avait fait une déclaration très claire comme quoi de toute façon lui il voulait absolument participer à cette série et que rien n'allait l'empêcher, qu'il allait continuer de suivre son traitement pendant le tournage d'ailleurs des épisodes de la série. Là, il avait tourné 6 des 15 épisodes de la deuxième saison de Dallas. Et voilà, pour l'instant, évidemment, les producteurs ne savent pas ce qui va se passer. Enfin, évidemment, je veux dire, le personnage va disparaître de la série par d'autres circonstances, bien évidemment. Les circonstances, la manière, etc., ça, bon, on ne sait pas encore. Mais voilà, oui, il participait à cette nouvelle version. Il était, il y a 2 ans, en 2010, invité d'honneur du Festival de télévision de Monte-Carlo au mois de juillet pour le 50e anniversaire du Festival de télévision de Monte-Carlo. C'était juste donc avant le lancement le reboot de Dallas était en préparation. On en parlait un petit peu. Donc voilà. D'ailleurs, on lui avait même donné un prix, le prix de la presse à l'époque, un prix spécial. Et voilà quoi. Et c'était un personnage très haut en couleur. Parce que il avait bien compris que de toute façon il ne pourrait plus jamais sortir de son rôle. Il avait fait une tentative à un moment en jouant le rôle d'un juge dans une série policière qui s'appelait Orleans et qui n'avait pas duré très très longtemps. Mais voilà, il pouvait pas sortir de son rôle. Donc il avait complètement intégré son personnage. Il en jouait littéralement quand vous le rencontriez. Non seulement il avait toujours le chapeau texan, le costume, etc. Enfin voilà, il se déguisait entre guillemets. Enfin il était JR et il distribuait des billets de banque américain, mais des faux bien sûr, avec son effigie dessus, marqué In JR We Trust. C'est vous dire s'il avait beaucoup de recul vis-à-vis de son personnage, s'il en jouait, et si pour lui c'était devenu véritablement, bon ben voilà quoi, il a ce rôle, c'est grâce à ce rôle qu'il est devenu célèbre à travers le monde entier, et il n'était pas prêt de s'en dessaisir. Merci beaucoup Alain Carazé. Merci à vous. Alain Carazé, grand spécialiste des séries télé. Je vous invite à découvrir, si ce n'est pas déjà fait, son blog, c'est 8artcity.com, référence au 8e art, 8artcity.com, l'agence des séries télé.